On peut peut-être répondre ensemble au moins quelques premières questions. Donc on a une luge dans un repère OXY, Y étant un peu oblique comme ça et X le long de la pente. Donc c'est un repère qui a été choisi comme ça pour simplifier le mouvement, parce que le mouvement va se situer que sur un seul axe, sur lequel? Sur OX. Il ne va rien se passer sur OY. Si on avait choisi un repère comme ça, OXY, ça aurait été super compliqué, parce que X aurait évolué au cours du temps, mais Y aussi, on aurait eu des équations complexes. On pouvait, mais ça aurait été bien plus compliqué à résoudre. Donc en prenant ce repère-là, ça va être plus simple. On néglige les frottements de l'air, de la piste, on enregistre la vitesse au cours du temps. Cette vitesse, en fait, ça va être la vitesse X aussi, parce que tout va être sur X. Dans quel référentiel ce mouvement est-il étudié? On a dit quoi? Terrestre. Donc, le système, hein, c'est l'enfant plus la luge. Enfant plus la luge. Et le référentiel, question 1, c'est terrestre, toujours de toute façon. Là, en 95% des exercices, c'est ça. Le repère, on peut le mettre ici, même si ce n'était pas demandé, comme ça on fait comme d'habitude. Le repère, c'est OXY avec OX le long de la pente. Hein. Je ne suis pas obligé de le dire, ça. Hein. C'est dessiné. Ne l'écrivez pas. Ouais. Comment c'est s'il faut faire comme ça, comme ça? En fait, on va choisir un repère de manière à ce que les équations soient les plus simples possibles. Je te prends un exemple de mouvement. Si je décide d'envoyer un ballon dans les airs avec cette vitesse initiale, qu'est-ce que je vais choisir comme repère? Un repère comme ça, vertical, éventuellement comme ça, OXY. Parce qu'en fait, le mouvement il va se situer sur cet axe-là. Il ne va pas prendre des axes penchés. Maintenant, souvenez-vous le cas de la petite fille qui montait le long d'une pente avec ses rollers, comme ça. Elle était en roller. Elle avait une certaine vitesse initiale V0 et elle montait le long de la pente. Qu'est-ce qu'on choisit comme repère? Comme ça aussi, OX. Éventuellement un deuxième, on va pouvoir dire qu'il ne se passe rien sur OY, puisqu'elle va rester le long de la pente. De manière à ce que toutes les équations soient sur le nombre d'axes le plus limité possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours un axe qui sera positif? Non. Si je choisis maintenant une situation où je jette un ballon de basket avec cette vitesse initiale, je le jette. Si j'imagine sa trajectoire, ça va être quoi? Avant même de mettre un repère, il va faire quoi le ballon quand je le jette comme ça? Il va faire une parabole comme ça. Est-ce que ça peut se situer sur un seul axe? C'est pas possible, c'est courbe. Donc là, je suis obligé de prendre deux axes. Ben, je vais rester classique quand c'est comme ça. Je vais rester avec deux axes qui sont horizontales et verticales. D'accord? Je ne vais pas m'amuser à aller pencher les axes. Là, je n'ai pas le choix, ça va être sur deux axes. Mais quand ça peut être que sur un seul, ben, on va choisir peut-être parfois des axes penchés pour simplifier. C'est le cas ici. C'est-à-dire que quand c'est parabolique, c'est toujours deux axes, mais quand c'est rectiligne, ça peut se limiter à un axe? Ouais. Quand c'est rectiligne, il faut toujours s'arranger pour que le repère qu'on choisit soit sur l'axe du mouvement principal. Quoi. Ok, maintenant, quelle est la vitesse initiale? 2 mètres par seconde. Il suffit de prendre l'origine de la courbe. Hein. La vitesse initiale est la vitesse à l'instant t égale 0. Ici, on trouve 2 mètres par seconde. Alors, on va pas s'embêter avec les chiffres significatifs, on va rester ça. Ça filme toujours, hein? Oui. Donc, on s'intéresse à ce point. Si je vois tout. Ouais.
Ok. Bon, à l'aide de cette courbe, V égale f de t, déterminer la valeur de l'accélération du centre d'inertie du système. Comment est-ce qu'on pourrait démarrer la rédaction? Par définition. En démarrant par donner la définition de l'accélération. Donc par définition, c'est quoi? La dérivée de la vitesse. Ouais. Par définition, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Sur l'axe OX, AX, ça va être la dérivée de VX par rapport au temps. C'est-à-dire, pour cette droite-là, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, effectivement, comme disait une de vos camarades, pour ne pas la citer, on prend 2 points et on fait YB moins YA sur XB moins XA pour le coefficient directeur. Qu'est-ce que je peux choisir comme point intéressant ici? Déjà celui-là, hein. Ce point-là, et puis quel autre point? Toujours facile. 0,6, non? 1,6. Le 0 et 6? Comment j'ai pas entendu? 0,6, ça revient. Ah, mais Ouais, c'est pas tout à fait. Celui-là, il est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, quand on est dessus, moi je le vois bien, ça correspond à vraiment un croisement d'intersection. Alors que là, c'est pas vraiment le cas, donc je serai plus précis ici. Je vais prendre ça comme point. Et pour avoir l'accélération, je vais faire la coordonnée YB moins celle de YA, enfin verticale ici, c'est-à-dire les vitesses. Hein. Donc ça va être VXB, VBX moins VAX divisé par TB moins TA. C'est pas des Y, c'est pas des X, hein, c'est des V et des T ici. VBX, il est à combien? Il est à 3. 3. AX, on a dit c'était 2, hein, c'est la vitesse d'origine, divisé par 1 moins 1 0. moins 0, donc c'est facile. Hein. Ça fait 1 mètre. C'est quoi l'unité? Seconde moins 2. Seconde moins 2. L'accélération horizontale, enfin le long de la pente, c'est pas horizontale, hein, c'est 1 mètre par seconde moins 2. Donc ça, c'est la valeur. Vous remarquez une chose, j'ai pas mis de vecteur sur le A, hein, parce qu'on ne parle que de la valeur. Ici, quand je mets un vecteur, je mets bien un vecteur. C'est une égalité de vecteurs. Dès que j'ai plus des coordonnées ou des normes, je mets plus de vecteurs. Maintenant, quels sont donc le sens et la direction du vecteur accélération? L'accélération, elle est dans quelle direction et quel sens? Elle est oblique. Alors oblique, on peut être plus précis parce que c'est oblique, oblique comme ça, oblique comme ça. C'est qui donne cette direction du mouvement en fait? C'est la pente quoi. On peut dire que c'est la pente quoi. Donc c'est la pente. On dit la direction c'est celle de la piste quoi. Et le sens? Vers le bas. On voit ici sur la vidéo? Oui. Donc la direction de A est celle de la pente. Et le sens, c'est vers le bas. Mais ça, on le sait grâce au dessin et pas grâce à la. Ouais, grâce au dessin. Et au contexte, hein, on se dit si la vitesse augmente,
naturellement. Je pense pas que ce soit une luge avec un moteur. C'est que forcément, enfin, on pourrait aussi sans le dessin le comprendre. Hein. Ouais. Le contexte, c'est quelqu'un qui est en luge, sa vitesse augmente, on se dit c'est pas la piste qui monte quoi. La piste elle descend. À moins dans un montre un peu particulier, mais c'est comme ça qu'on pourrait le déduire. Mais c'est grâce au dessin. Ouais. Quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le système? Donc là, on va essayer maintenant progressivement d'arriver à la deuxième loi de Newton dans cet exercice-là. Alors, je vous laisse chercher un petit peu, mettre sur pause. On voit pas du tout là. Ah, on voit pas du tout. Peut-être comme ça là. Je mets sur. On va commencer à corriger doucement la suite. Quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le système de la luge? Il subit quoi comme action? Son poids Le poids et le support. et la réaction du support. Donc, le système luge plus enfant 1. On est soumis qu'à deux forces parce qu'on néglige les frottements. Son poids. Et la réaction du support. Ici, c'est la pente. La question d'après, c'est de les représenter. Le poids, il est toujours comment? Il est vertical et vers le bas. Alors la verticale, ici, dans notre dessin, c'est comme ça. Hein. Voici le poids. Et la réaction perpendiculaire au support. Ici, comme ça. Alors c'est là qu'on va commencer à essayer de... On va redessiner ça ici pour y voir plus clair par rapport à ce dessin, de manière à pouvoir commencer à décomposer les forces sur les deux axes. Hein. On va d'abord répondre, je vais refaire ici le dessin proprement, puis on fera la suite, je passerai ce qui est ici. Donc j'ai la pente qui est comme ça, avec un angle alpha ici par rapport à l'horizontale. J'ai dit que j'avais choisi comme système d'axe OX ici, OY pardon, et OX ici. Voilà mon repère. Donc si je redessine mes forces qu'on vient de faire, le poids, il va y avoir deux composantes, hein. On va en parler, il est comme ça. La réaction, elle va avoir combien de composantes dans mon repère? Mais elle va être sur quel axe la réaction? Sur Y complètement. Hein. Donc ça c'est mon axe Y. Donc les coordonnées de R, elles vont être simples, pas celles de P. Alors, établir la relation vectorielle liant les forces et l'accélération. C'est juste avec des vecteurs. La somme des... C'est quoi qui va me permettre d'établir cette relation? C'est quelle loi? La deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle dit quoi? La somme des forces extérieures en vecteur est égale à la masse fois l'accélération du système. Sauf que la somme des forces extérieures, c'est R plus P. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre une flèche sur le R ici. Donc R plus P égale N fois A. Voilà, on a la relation vectorielle
entre les forces et l'accélération. Maintenant, et ça là le challenge, il va falloir tout projeter sur les deux axes. Quand on dit projeter, c'est trouver les coordonnées de chacune des forces sur X et sur Y pour pouvoir trouver les relations qu'on a sur X et sur Y. Donc, petit b. Alors, avant de l'écrire, on va essayer de trouver les coordonnées des forces. On dit qu'on va projetons les forces sur le repère OXY. Alors, la force la plus simple à projeter, c'est laquelle? C'est R. Hein. Donc, R, il va avoir deux coordonnées qui seront RX et RY. Ça va être quoi pour RX? 0. 0. Et pour RY? C'est tout dessus, donc c'est l'intégralité de la valeur de R, mais c'est positif ou c'est négatif? Positif. C'est positif, parce que c'est vers le. Là où c'est plus compliqué, ça va être pour P. Alors, on va s'aider du schéma qui est là, on va essayer de trouver les coordonnées, on va regarder l'angle de départ, où est-ce qu'on peut le retrouver. Alors, en fait, je connais cet angle-là. Je me rappelle à des vieux souvenirs de matin. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet angle? Qui est droit. Droit. C'est 90 degrés. Du coup, celui-là, c'est quoi normalement? C'est 90 180 Moins 80. moins 90, on va dire 90 moins. moins alpha. Normalement, c'est 100. La somme des trois, ça fait 180 pour un triangle. Hein. Donc 180, c'est la somme. Moins 90, il me reste plus que 90. Moins alpha. Donc là, j'ai 90 moins alpha. Du coup, celui-là, c'est quoi? Ici, j'ai quoi comme angle total ici? Là, c'est un angle droit aussi. J'ai un angle droit, il vaut 90. Si je fais cet angle-là moins celui-là, Ça fait 90 moins. 90 moins 90 moins alpha. Du coup, ça fait que moins alpha. Moins. 90 moins et 90 moins alpha. Alpha. 90 moins 90 moins alpha. Ah bah oui, alpha. Ça fait alpha. Ça peut pas être négatif, hein, on parle d'angle positif. Tout ça, c'est pour le démontrer. Après, il y a une autre loi en mathématiques qui permet de savoir ça. Donc on arrive à retrouver que ça, c'est l'angle alpha. On le retrouve. Celui qui est là, il est là aussi. Maintenant, ça va être plus simple. Est-ce que vous pouvez voir que le poids, il a deux composantes? La composante Y, je la trouve en projetant comme ça. Ça, c'est de combien il descend sur l'axe Y. C'est PY. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. Et sa composante horizontale, je pourrais la projeter ici, là, comme ça, en descendant. Ça serait PX ici. D'accord? Il avance de ça le poids, et il descend de ça sur Y. Donc il est là aussi, PX. Alors, réutilisons les relations de trigonométrie. PY, il va être égal à quoi? Donc, on a alpha qui est à côté, c'est le côté adjacent. C'est quoi? Côté adjacent. C'est cosinus. C'est cosinus, car adjacent sur hypoténuse. Donc, si on utilise le cosinus, on peut se la mettre dans un coin, la relation. Hein. On sait que cosinus de alpha est égal à côté adjacent PY sur hypoténuse, c'est quoi? P. C'est P. Du coup, PY est égal à Cos de A fois P. P fois cos alpha, ou
ou cos alpha fois P. Pour Px, c'est le côté opposé à l'angle. On utilise quel opérateur mathématique? Le sinus. Donc ça va faire P sinus alpha. De toute façon, ça fait toujours la valeur du vecteur, donc P ici, fois soit le cosinus, soit le sinus, en fonction de si on est sur l'opposé ou l'adjacent. Donc, oui, J'ai pas compris. on avait déjà vu ce genre de choses. Cosinus de cet angle, dans ce triangle rectangle, là, cosinus alpha, c'est opposé sur hypoténuse. Non, c'est adjacent sur hypoténuse. Un cosinus, c'est le moyen SOH, c'est ça. Donc le cosinus alpha, c'est l'adjacent, donc P sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la valeur de la force P. C'est la norme du vecteur P. Je n'ai pas mis le vecteur, c'est cette longueur-là. En fait, j'ai pas compris c'est quel côté qu'on est en train de chercher. Celui-là, PY. Mais comment on arrive à cette conclusion qu'il faudrait que ce soit lui et pas nous? On peut commencer par PX, si tu veux. Commençons par PX. Si je veux PX, il faut que je m'intéresse à l'opposé. Donc c'est le sinus. Sinus alpha est égal à PX sur l'hypoténuse sur P. Sinus alpha. Ah mais j'ai fini en vrai. C'est égal à Px sur P. J'en déduis que Px est égal à P fois sinus alpha. Maintenant, si je veux celui qui fait intervenir le côté adjacent, c'est-à-dire Py, ben je vais utiliser le cosinus. Cosinus alpha, ça va être Py sur P. Et je vais en déduire que Py est égal à P fois cos alpha. Mais tiens, on fait un produit de 3. Non, ça c'est une manipulation de formule. On isole Py. Hein. Le P, il était en bas. Quand il passe de l'autre côté, il va passer à multiplier ici. Donc maintenant, je peux écrire cette relation avec les deux équations, celle suivant x et celle suivant y. Oui. Je te refais une dernière fois le dessin. J'ai cliqué comme ça. Je veux connaître ces deux composantes sur les deux axes. J'ai un axe. Je vais essayer de respecter à peu près. Ça, c'est l'axe y, l'origine étant là. Et ça, c'est l'axe x. Ben, ce vecteur, on voit bien comment il est placé par rapport à ce repère. L'angle, on a bien dit qu'il était alpha ici. On est d'accord qu'il montre que ça avance un peu sur x, puisqu'il est penché comme ça, mais que ça descend beaucoup sur y. Ça, tu le comprends? P, ce vecteur-là, il descend beaucoup sur y, mais il avance aussi un petit peu sur x, parce qu'il est penché. Si je te dessinais tout ça comme ça, ce serait plus simple pour toi. Là, tu aurais O, X, Y, et puis le P, il serait comme ça. C'est le même dessin que je fais là, hein. J'ai juste tourné ma figure. Tu vois bien que le point qui est dessiné ici, eh ben, il descend un peu, il descend de ça, donc ça c'est sa valeur PY, mais il avance un peu ici, ça c'est PX. Pour les trouver, donc ici j'ai de combien il descend sur Y, et ici c'est de combien il avance sur X, parce que ça c'est Px, c'est la même chose que là. Px qui est ici, de combien il avance, c'est pareil qu'ici. Px ou Px là, c'est pareil. Donc après, j'utilise comme on l'a fait plein de fois, et comme on l'a fait en cours, le cosinus ou le sinus. Le cosinus de cet angle, c'est adjacent, donc Py sur l'hypoténuse, c'est P. Et j'en déduis Py. Et sinon, si je prends le sinus, sinus c'est l'opposé, donc Px, sur l'hypoténuse P, j'en déduis Px. Oui, monsieur. C'est ce que j'écris ici. Oui. J'ai pas compris quand on a un angle. En fait, comment on en déduit qu'il faut prendre ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là? On sort le cosinus ou le sinus. On peut commencer comme ça. On dit j'ai cet angle. J'écris cosinus alpha. Et je verrai ce que ça me donne. Cosinus alpha, c'est quoi? C'est ce qui est devant, sur La définition, cosinus, c'est adjacent. adjacent, c'est lequel de côté dans le triangle? C'est celui qui va en haut. Comment il s'appelle dans mon triangle? GP, PY, PX. Et
c'est PY. Sur l'hypoténuse, Pourquoi c'est B? c'est P. Du coup, j'en déduis que PY égale P fois cosinus alpha. Du coup, je peux écrire PY qui vaut ça. Après, j'ai écrit un autre, le sinus, puisque j'ai déjà utilisé le cosinus. Je peux les faire dans le désordre. Hein. Peut-être que je vais pas obtenir d'abord Px et j'obtiendrai d'abord PY, c'est pas grave. Sinus de cet angle, c'est l'opposé, donc c'est Px. Sur l'hypoténuse qui est P. On déduit que Px est égal à P fois sinus alpha, je peux l'écrire. Bon. Allez. J'efface ça. Ce qui est perturbant, c'est le fait que ce soit penché. Maintenant, j'écris ma relation vectorielle dans mon système des deux axes. Donc, la relation précédente, hein, tirée de la deuxième loi de Newton, hein, qu'est-ce qu'elle va devenir? Première équation sur x, ça va donner quoi? Là, on fait la B encore. Toujours la B. Hein. 0 plus. 0, c'est Rx. Alors, je peux écrire Rx plus Px égale m fois Ax. Et puis après, j'en déduirai ce que ça fait. Ça va devenir quoi? Rx, il vaut combien? 0. 0. Px, P fois sinus de alpha. P fois sinus alpha. Alors, je mets avec un point pour pas que vous compreniez avec le Px. Égale m fois Ax. Là, c'est une première équation. La deuxième, c'est sur y. Ry plus Py égale m fois Ay. Ici, dans ce contexte-là, Ry, il vaut combien? R. Plus. On ne s'est pas planté sur les signes. Hein. Où est-ce qu'il y a un moins? Est-ce que c'est Px qui est négatif ou Py? Px, il est positif, ça avance. En revanche, Py, il descend par rapport à l'axe qui est vu comme ça. Py, il descend. Donc, on met quoi? On met un moins ici. N'oublie pas, c'est moi qui fais une erreur. Du coup, pour y, j'ai r moins p cos alpha égale m fois ay. Donc j'ai ces deux équations. Et à l'aide de ces deux équations, je dois en déduire dans la question C l'angle alpha. C'était le truc qu'on avait déjà fait. On l'a jamais fait comme ça, là, celui-là. Alors, donc l'alpha, il apparaît dans les deux équations. Il va falloir qu'on en choisisse une des deux. Peut-être qu'on aura besoin des deux, je ne sais pas. En fait, il faut qu'on choisisse une équation dans laquelle on connaît tout sauf alpha. Quelle est celle, selon vous, dans laquelle on connaît tout sauf alpha? La première ou la deuxième? La première. Est-ce que P, on le connaît? Non. On ne le connaît pas, mais P, c'est égal à quoi? M fois G. M fois G. Et si je le remplace par M fois G, il y a un truc qui va se simplifier dans la première équation. Les M. Les M, ils vont disparaître. Et G, je le connais. J'aurais dû écrire que P, c'était M fois G. Ça nous a sauté aux yeux. Mais pourquoi il y a un R alors qu'en haut, on l'a pas utilisé? Parce que sur X, R, il vaut 0. Donc, je ne le mets pas. En fait, après, j'additionne toutes les coordonnées X. Donc, ça, c'est 0 plus ça doit faire M fois X. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 0 à la place de Rx. Donc, on va utiliser la première équation. Et on va voir que c'est M qui va nous servir. Parce que P, c'est Mg et les masses vont disparaître. Et aussi pour P fois sinus, pourquoi il n'y a pas un moins devant P? J'ai oublié... Non, ici, là? Non, en dessous.
Là? En juste. Pourquoi il n'y a pas un moins? Oui. Parce qu'ici c'est positif, je fais ça plus ça, je fais ça plus ça. Ah, c'est juste sur le Y. Et là je fais ça plus ça, mais ça plus un truc négatif, ça fait moins. Alors PCMG, hein. Alors, l'équation de départ, c'est P sinus alpha égale M fois AX. AX, on le connaît, on l'a déterminé tout à l'heure. PCMG. Donc là, qu'est-ce qui se simplifie? Les M. Les masses. Et du coup, on a sinus alpha qui est égal à quoi? A, moins A. Alors, c'est un multiplié ici. Hein. Ah, bah c'est juste A de X A de X. Et le G, divisé par G. il va être là-dessous. A de X, c'est 1. G, c'est 9,8. Comment est-ce que je fais pour récupérer l'angle? On utilise une touche magique. Le. Arc. Arc signe, ouais. Ou signe moins 1 sur les calculatrices. Et on fait ce calcul. On règle bien la calculatrice en degrés si on veut avoir les choses en degrés. Donc moi je suis obligé parce que par défaut là-dessus c'est toujours réglé en radians. On le voit là-haut ici. Donc je le règle en degrés. Ok. C'est 5,85. Ça fait 5 degrés? 5,85. 6 degrés environ. Ouais, ça doit être ça. 5,9 degrés. Ouais. C'est vachement exagéré là le dessin. Ouais, ça doit être. C'est super dur. C'est une mini pente en fait. C'est une mini pente. Après, elle accélère pas beaucoup. Hein. 1 mètre par seconde au carré, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais quand on avait fait le schéma sur la tablette gauche, on n'avait pas dit que l'angle au-dessus était égal à 90 moins 90 alpha, quelque chose comme ça. Ouais. Mais du coup, c'est assez. Enfin, l'angle de 90 c'est nul, non? Oui. Et du coup, 90 moins. Là, on a dit, ça faisait 90 moins l'autre qui est égal à 90 moins alpha. Oui. Donc le 90 ça s'annule et moins par moins ça fait Plus. Ça fait juste alpha. Bah, du coup, on a 2 alphas. Oui, mais l'angle qui est ici, c'est le même que l'angle qui est là. Hein. C'est ce qu'on en a déduit. Donc ça fait 6 degrés, donc 5,9 degrés, ça aussi. Ça fait pas 180. Enfin, vu que c'est Qu'est-ce qui on doit faire 180 degrés. Ah, maintenant tu veux que ça fasse 180 degrés? Bah, normalement, c'est un triangle. Bah ouais, mais là tu as 90, et ici tu as 90 moins alpha. Enfin, fais ça plus ça plus ça, tu vas obtenir 180, hein, pas de souci. Avec ça, on pourrait encore faire plein de choses. On pourrait demander à quelle vitesse, à partir de cette accélération à x, on pourrait retrouver sa vitesse. On va le faire très rapidement. Si j'ai l'accélération à x qui vaut 1 mètre par seconde au carré, la vitesse, elle vaut quoi? Quand j'intègre,
c'est AX fois T, donc 1 fois T, plus Constante. une constante qui va s'appeler V0x en fait, c'est la vitesse initiale. Et elle vaut combien V0x? 0. 2. Attention là, elle vaut 2. On est trop habitués. Justement là, encore une fois, on n'est pas démarré à vitesse nulle. Donc Vx est égal à 1 fois T plus 2. Propos, si on veut vérifier que ça fonctionne notre truc, imaginons à quelle vitesse il est au bout de 1,6 secondes le truc. On met 1,6, ça nous fait 1,6 plus 2, 3,6. Est-ce que c'est cohérent? Ici, à 1,6 secondes, on est un peu au-delà de 3,1, 3,6, ça marche. On a bien la même chose, quoi. On pourrait trouver aussi sa position, mais bon, on va pas le faire. Monsieur? Ouais. Là, c'est-à-dire on a une petite accélération pour trouver une vitesse, c'est-à-dire on a fait une primitive. Ouais, j'ai pas rédigé comme il fallait. Hein. Il faut dire par définition l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc par intégration, on trouve l'expression de la vitesse avec une constante qui vaut la valeur d'origine. Alors, justement, on va en parler ça dans le cours. C'est la fin du cours. Il est déjà rédigé, on va juste le commenter ensemble. Est-ce que c'est des formules à apprendre par cœur ou c'est juste. Alors c'est le raisonnement qu'il faut connaître par cœur. Parce qu'en fait, tout se répète tout le temps. C'est une méthode pour établir les équations horaires du mouvement. La méthode générale, puis après on va refaire des exercices encore. Hein. Et c'est quoi le prochain chapitre? C'est de la chimie? Prochain chapitre, c'est normalement la cinétique chimique. Donc c'est la vitesse de réaction chimique. On fait une petite pause en écart. Donc ça, c'est dans votre cours. Et on verra un peu des exemples de cas de constante d'intégration, c'est les conditions initiales. Alors, ça c'est une méthode qu'il faut savoir toujours appliquer quand on résout un problème de mécanique. On commence par définir le référentiel. Samy, c'est quoi le référentiel? Terrestre, quand c'est filmé depuis la Terre. Mais si je regarde la Lune autour de la Terre, le référentiel c'est géocentrique. Parce qu'on ne regarde pas, on ne filme pas la Lune depuis la Terre, mais on filme la Lune depuis le centre de la Terre. On la regardait autour du centre de la Terre. Parce que la Terre, elle tourne autour d'elle-même. Mais quoi, par exemple, on a un satellite qui est ni sur Terre, ni sur Lune? Alors, un satellite qui est autour de Neptune. Neptunocentrique. Un satellite qui est autour de Mars. Marsocentrique. Un satellite qui est autour du Soleil. Héliocentrique. À chaque fois, vous prenez le nom de l'astre et vous mettez centrique derrière. Il y aura rarement des cas où c'est par rapport au référentiel crin. Ça, on ne le voit pas. Référentiel, repère, système, ça, il faut savoir définir. Ensuite, bilan des forces. Il faut savoir énoncer quelles sont les forces et quelles sont celles qui sont négligeables. Souvent, les frottements, il y a un truc dans l'énoncé qui nous permet de savoir si on néglige ou pas. Ce n'est pas toujours le cas. Une fois qu'on a fait tout ça, on applique la deuxième loi de Newton afin de pouvoir trouver les coordonnées d'accélération. Donc la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale masse fois l'accélération. On déduit les coordonnées de l'accélération. On se retrouve avec AX et AY. Ensuite, on rédige de la manière habituelle, on dit par définition l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc par intégration, on va trouver les coordonnées de la vitesse. On va le refaire dans des exercices, la rédaction, je vais la refaire et la refaire. Et on va trouver les constantes d'intégration sur la vitesse qui correspondent aux conditions initiales sur la vitesse. Et puis ensuite, on dit que par définition la vitesse c'est la dérivée de la position. On va faire par intégration, on va trouver les valeurs de x et de y pour la position avec des constantes d'intégration qui sont les constantes de la position sur la position initiale. Voyons, avant de voir ce cas un peu complexe, voyons des situations. Imaginons, je jette mon feutre, là, je vais essayer de toucher le plafond. Je suis là. Dans cette situation-là, il y a mon feutre qui est ici,
et je le jette. Et puis waouh, j'étais pas loin de... Et je le jette. Si j'expose le sujet au départ, alors mon feutre était là. À votre avis, je choisis l'origine où et quel type d'axe? Donc les axes comme ça. Et l'origine jamais où? Si je veux à un moment donné savoir quand est-ce qu'il tombe au sol le feutre, peut-être que je vais mettre le sol. Parfois ça dépend. On va choisir ça. Et là je mets quoi? Y. Y et là X. Donc il faut que je me filme parce que... Donc on cherche les différentes conditions initiales. Donc si je jette un feutre, ils ne vont pas me voir, il faut que je le fasse comme ça. Ici, là, je le jette et puis j'essaie de suivre toute son évolution jusqu'à ce qu'il arrive au sol. Mon repère, il va démarrer au sol ici. Je vais choisir X et Y. Et mon feutre, il est parti de là. Si je cherche ces coordonnées initiales de vitesse, qui seront les constantes d'intégration V0x et V0y. V0x, si je dis que je l'ai lancé à, je sais pas, je l'ai lancé à 10 mètres par seconde quand je l'ai lancé. La valeur de la vitesse initiale en norme, c'est 10 mètres par seconde. Et je l'ai lancé comme ça. Ça, c'est mon vecteur vitesse initiale. Qu'est-ce que je peux dire de V0x? Il vaut 0. Donc la constante d'intégration, quand je vais intégrer l'accélération à x, ben la constante d'intégration sur la vitesse, ce sera 0. Et V0y, ce sera 10. Ou V0 quoi. Si je le fais avec des lettres, ce sera V0. Donc ça, c'est les constantes d'intégration sur la vitesse que je vais trouver. Quelles seront les constantes d'intégration sur les positions? Quand je vais intégrer pour trouver x et y, je vais trouver une constante initiale pour x et une constante initiale pour y. x0, il va être égal à combien? Une constante. Regardez le schéma, il est où le feutre au départ? Dans votre main. Dans ma main, mais par rapport au repère, il a 0 valeur sur x. Parce qu'il est là. Il a quoi comme valeur sur y à peu près? Hein? Y. Bah, lui, maintenant. 5 mètres? Un mètre. Ah, sur 10. Je suis grand. Je ne me voyais pas si grand. Allez, on va dire 1 mètre pour faire simple, je le jette à 1 mètre d'eau. Donc en fait, y0, il vaut 1 mètre. C'est la hauteur à laquelle je vais lâcher. Mais par exemple, Par rapport au sol. Bah non, vous avez un vrai, mais si c'est une personne. Bah, si c'est un énoncé, c'est expliqué. Une personne jette un stylo et le lâche à 1 mètre du sol avec une vitesse initiale verticale vers le haut de 10 mètres par seconde. Tout est expliqué. Donc ça, c'est les constantes d'intégration que je trouve. Maintenant, un deuxième cas de figure, je ne sais pas, je jette mon stylo vers le bas comme ça. J'ai mon repère comme ça. Je le jette, je ne sais pas, à cette hauteur-là, comme ça, verticalement. Donc, il est à cette hauteur-là, et ma vitesse, elle est comme ça. Ça, c'est ma position initiale, j'ai toujours Y et X ici. Je suis à quelle hauteur, là, au départ? Bon, ma main, à peu près. 2 mètres. Soyez sympa, 2 mètres, sympa. 2 mètres de haut au départ. Et puis, ma vitesse, et imagine que je le jette à 45 degrés, et j'ai 45 degrés. Ici. Si on déterminait on va commencer simple, les constantes d'intégration qu'on va obtenir à la fin sur la position, ça va être quoi? Il vaut combien sur X au départ où je l'ai jeté? 0. Et sur Y? 2 mètres. Maintenant, la vitesse. V0x, si je le dessine, en fait, il est là. Et V0y, il est là. V0x, on va utiliser quoi comme opération? Par rapport à l'angle, il est où? C'est sinus. Il est à l'opposé, donc c'est le sinus. Donc ça va être B0 fois sinus alpha. On va arriver à ça. Vous exprimez le sinus et vous allez trouver ça. Là. Positif ou négatif? V0x. Positif. Positif, parce qu'il avance. Pour V0y,
Négatif. C'est le côté adjacent, ça va être négatif. On va utiliser quoi? Cosinus. Le cosinus, donc ça va 0, sinus alpha. Cosinus. Là, ça sera les cosinus. Merci. Ça sera les constantes d'intégration qu'on obtiendra quand on va intégrer. Mais du coup, quand ce qu'on cherche, c'est opposé à l'angle, on fait sinus. Opposé, c'est le sinus. Donc c'est Et toujours adjacent, c'est cosinus. ouais, hypoténuse fois sinus de l'angle. Et si c'est adjacent, c'est hypoténuse fois cosinus de l'angle. Ça va être toujours comme ça. Alors, par exemple, dans ce cas de figure qui est dans votre cours, je peux effacer. C'est des exemples, ça, de conditions initiales. Maintenant, ça peut être, je sais pas, allez, je prends un dernier exemple. Il a fait tirer un penalty à Mbappé hier. Je n'avais pas suivi. Imaginons un penalty. J'ai la cage qui est là, la cage de foot, j'ai le gardien qui est ici. Et puis ici, j'ai le penalty. Et puis il tire son penalty comme ça, une vitesse V0. Je ne sais pas à quelle distance il est le point de penalty. Il est à quelle distance du but? Il y en a qui savent? 5 mètres. Combien? 5 mètres? Ok, ça c'est x et y. Donc qu'est-ce que je peux dire de x0, y0 là? X0 il vaut combien? Il vaut 5. Il vaut 5. Et y0? Il vaut 0. Le 0, le ballon il est au sol. C'est là. Au début du mouvement, le ballon il est par terre, donc en y il a une valeur 0. Et il est à 5 mètres de l'origine, donc il est à 5 mètres sur x. Et cette vitesse, alors ça va être compliqué, mais là j'ai l'angle alpha. Ici j'ai V0y, ici j'ai V0x. V0y elle est à l'opposé de l'angle, donc c'est sinus, V0 sinus alpha. Et l'autre il est positif ou négatif, V0y? Non, c'est le x qui est Y il est positif. Le x Et le x par contre il va être négatif. V0 cos alpha. Mais pourquoi il est négatif? Il va dans Parce que ça va dans le sens inverse de l'axe sur y, sur x. Ça va vers le personnage ou ça va dans Ça va en arrière. Alors que par rapport à l'axe vertical, ça va vers le haut. Donc là, c'est positif ici. Là, c'est négatif. Vous voyez clair dans tous ces petits exemples-là? Allez, on fait des exos maintenant. On va voir un exemple du saut à la perche. Tiens. Atterrissage d'une perchiste. Vous avez le dessin de la situation qui est ici. Il y a déjà le repère qui est proposé. Attention, c'est pas Y, c'est Z. On veut juste étudier la chute du perchiste. À l'instant initial, il est au-dessus de la perche. Il a une certaine vitesse initiale qui est comment? Elle est verticale, oblique, horizontale? La vitesse initiale. Elle est comme on voit la mer ou comme on voit une falaise? La vitesse initiale. la mer. La vitesse initiale. C'est horizontal. Elle est horizontale. Ok, donc c'est ça. Elle a même une valeur qui peut être proposée. Je ne sais pas si on nous la donne. Il est à une hauteur par rapport au tapis. Non, c'est la hauteur du saut grand H. Il est à 4,5 mètres de haut. Il a réussi à passer en faisant son saut à la perche, le fil qui est à 4,5 mètres de haut. Donc il est à 4,5 mètres de haut au début du mouvement. Et il va atterrir sur un tapis qui fait une hauteur de 70 cm. Montré en appliquant la deuxième loi de Newton que les composantes du vecteur accélération sont les suivantes. Donc, je vous laisse chercher. On va faire le scénario habituel. Il faut trouver ces composantes de l'accélération. Je n'ai pas lu le début. On considère le système qu'on assimile à un point matériel, c'est le perchiste, et on négligera dans cette phase toute action de l'air. Donc, pas de frottement quand on fait le bilan des forces. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est pas ça, mais plutôt vers en bas. De quoi tu veux dire? C'est-à-dire que X, ça va être vers le bas. Et Non, regarde.
regarde, ils sont proposés au X. X, on ne voit pas le X, hein, mais sur mon dessin, Z est là, donc X, il va être où? Il y a une flèche, hein. Donc il est vers là, X. Même si ici, on ne le voit pas, parce qu'il n'est peut-être pas mis en face. Dans le dessin, le repère est déjà proposé ici. Mais attention, le mouvement, si vous essayez d'imaginer, il va se dérouler que sur un axe, sur deux. Bah sur 3 là, c'est dit. Bah, sur les deux, vu que. Pas sur trois quand même. Bah, là, ils disent X, Y, Z. Ouais, mais le Y, il va nous servir à rien là. Hein. Alors Y, il est affiché. C'est vrai qu'ici, on ne voit jamais des exercices comme ça. Y serait comme ça. Là, c'est que sur Z. Mais il ne va rien se passer sur Y. Hein. Oubliez, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un troisième axe, oubliez un Y. Hein. Il ne se passe rien sur Y. On ne voit jamais des exercices comme ça. C'est toujours à deux dimensions. Même au bac, il parle de Jamais on fait à trois dimensions. Mais là, on est bien d'accord que c'est penché, c'est-à-dire que X et Z sont tous les deux. Perpendiculaire. C'est ça que tu veux dire? Non, parce que tout à l'heure, on disait que vu que le poids il était penché, c'est-à-dire que l'axe de X et Y, ils étaient forcément. C'était pas juste. On les avait penchés pour qu'il y en ait un qui soit exactement, qui comprenne tout le mouvement, parce que le mouvement allait être rectiligne. Là, le mouvement, il ne va pas être rectiligne. Si j'essaye de dessiner ce qu'il va faire le Perchman, il ne va pas faire un mouvement rectiligne. C'est exactement comme si je jetais mon feutre comme ça à 5 mètres de haut. Il va se passer quoi? Il va faire une courbe. Hein. Donc lui, il va tomber comme ça. Alors là, ils ont fait le dessin, ça va faire comme ça, quoi. Si je reprends son centre de gravité, quoi. C'est pas une droite, hein. C'est une parabole. Regarde. Oh là là. Pardon. Je fais une petite pause. Donc cette méthode-là est donnée dans votre cours. Hein. Si je viens dans le cours et que je vous montre à quel endroit ça se situe, c'est à cet endroit-là du cours où on commence toujours par le même scénario, le référentiel, le système qu'on cite au départ, le référentiel, on fait le bilan des forces, on applique la deuxième loi Newton. Ça, c'est toujours à mettre au début d'un énoncé de méca. Donc là, le BDF, bilan des forces, mais je vais l'écrire. Le Extérieur. XT, ça veut dire juste Extérieur. Alors, le système, c'est le perchiste. Le référentiel, Samy, champion, c'est terrestre. terrestre. Alors, à ce stade-là, je n'en ai pas encore parlé, ces référentiels comme la Terre, les référentiels astrocentriques, géocentriques, héliocentriques, etc., on dit qu'ils sont galiléens. Galiléen, ça veut dire qu'on peut appliquer les lois de Newton dedans. Ce ne serait pas le cas d'un référentiel qui tourne très vite sur lui-même. On ne peut pas dire que les trucs vont en ligne droite dessus, ça ne marche pas. Donc, on dit qu'il est galiléen. C'est-à-dire qu'on peut appliquer les deuxièmes lois de Newton. Enfin, les lois de Newton. Le bilan des forces. Bilan des forces extérieures. Il subit quoi comme force, le perchiste? Son poids uniquement. Puisqu'on a négligé les frottements de l'air. Et ensuite, la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures égale la masse fois l'accélération. Donc là, je ne fais que dérouler le cours. Et les forces extérieures, il n'y en a qu'une seule. C'est donc le poids. Ici. Et le poids, c'est M fois G. Et du coup, qu'est-ce qui se simplifie ici? Les M. Donc, l'accélération est égale à G. C'est ce qui se passe quand on a affaire à une chute libre. Maintenant, on va dans le système, dans le repère O, X, Z, on va déterminer ses coordonnées. Monsieur, Ouais. on a
A qui est égal à G parce qu'on est en chute libre là, c'est ça? Comme on a négligé les frottements de l'air, on est dans une chute libre et on constate que pour toutes les chutes libres, on a de l'accélération, ça vaut G. L'intensité de pesanteur est toujours verticale vers le bas, donc elle est complètement contenue sur l'axe OZ, ce qui fait que les deux coordonnées, et je vais pouvoir encadrer ensuite ça, de l'accélération. Sur X, elle vaut combien l'accélération? C'est comme G. G, il est totalement vertical, donc horizontalement, il a une valeur de 0. Et il est vers le bas, donc c'est négatif. Et ça vaut moins la valeur de G sur l'axe Z. Voilà les coordonnées. J'ai pas mis de AY, puisque ça ferait 0 aussi. Je vais juste m'enlever mon... Je vais me le mettre ailleurs. Allons-y. Mais monsieur, c'est-à-dire que G, ça descend aussi comme vecteur? Le vecteur G, il descend toujours. Hein. C'est l'intensité de pesanteur, hein, c'est toujours vers le bas. Non, on le voit plus. Alors, ils ont mis G0 et pas G, c'est pareil, hein, G0 c'est l'intensité de pesanteur au niveau du sol. Maintenant, il faut retrouver les équations horaires du mouvement, de la position. Mais on est obligé de passer par la vitesse, pas passer directement de l'accélération à la position. Donc comment est-ce qu'on commence à rédiger là? Par définition. Par définition. L'accélération qu'on a obtenue, c'est égal à quoi? La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, par intégration, la vitesse. On a la vitesse et ses deux coordonnées Vx et Vy qui vont dépendre du temps. Pour Vx, C'est une constante. c'est une constante qui va être V0x. Je peux dire que cette constante, je l'appelle V0x et je vais chercher quelle est la valeur de V0x au début du mouvement. On va le voir après. C'est VZ du coup, non? VZ. Ah, Vz, merci, ouais. Très bien. Donc Vz de t, j'intègre moins g. Moins G fois T. Et moi, alors ils vont appeler G0 fois t, plus une constante que je peux appeler comment ici? Alors attention, c'est sur la vitesse. Donc c'est V0z. C'est la vitesse initiale verticale. Maintenant, je vais chercher la valeur de ces constantes. Ce sont les conditions initiales sur la vitesse. Qu'est-ce que je sais initialement de la vitesse? Est-ce que je connais les coordonnées initiales de la vitesse d'après le dessin que j'ai là? Bah oui, on sait qu'elle part de. Sur Z, elle vaut combien? 4,5. Alors, je prends. J'ai pas de valeur, hein, je connais pas sa valeur. C'est juste sur quel axe elle est cette vitesse? Sur X. Elle est que sur X. Donc, il y a toute la vitesse est là, les 0. Et sur Y, sur Z, C'est H. pardon? C'est Vous confondez vitesse et hauteur. Hein. Là, on est sur les vitesses. Cette vitesse, est-ce qu'au départ, début du mouvement, il s'est jeté vers le bas? Non. Ou est-ce qu'il s'est jeté vers le haut? Le haut. Non, il s'est jeté horizontalement là. C'est comme si c'est la même vitesse initiale que celle que j'ai là. Hein. C'est horizontal au départ. Je ne l'ai pas ni jeté vers le bas ni vers le haut. Je l'ai jeté à l'horizontale. Là, c'est ce qu'ils nous ont dit au départ et il s'est jeté à l'horizontale. Mais tu Tu peux le renvoyer.
il est sur Merci. X, c'est pas sur Z. Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, il est bien sur X Ouais, et Z. Enfin, Bah non. Je t'avais dit. Sur Z, il monte pas ce vecteur. Il est constant. Il est plat comme ça, horizontalement. Donc, comme il ne monte pas ou qu'il ne descend pas, il a 0 composante sur Z. Donc, il vaut 0 ici. Du coup, la vitesse, je connais exactement ses coordonnées. C'est Vx de t, ça va être V0, qui est constant, et Vz de t, c'est moins G0 fois t. Maintenant, il me reste à dérouler la suite. On fait le même type de rédaction par définition. Qu'est-ce qu'on dit? La vitesse, c'est la dérivée de la position. Voilà. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, par intégration, on a un vecteur position qui va avoir les coordonnées qu'on obtient quand on intègre les deux coordonnées de la vitesse. Donc c'est z et x là. Donc, ici j'avais une constante pour la vitesse. J'intègre, ça me fait V0 fois t. v0 fois t Plus une constante. plus une constante que je vais appeler x0. Et puis l'autre, j'avais déjà moins g0 fois t. Donc c'est 1 demi moins 0. Moins, je garde moins quand même, moins 1 demi de G0T carré, plus Plus une constante. une constante que je peux appeler Y0. C'est pas Z0. Z0, merci. Tellement habitué de prendre un Y. Maintenant, cherchons la valeur de ces constantes. C'est quoi la position initiale qu'il a? C'est H. Ouais, mais c'est quoi H? C'est pas ça ma question, c'est sur X ou sur Z? Sur Z. Donc X0 il vaut combien? 0. 0 et Z0 il vaut? 4,5. Alors on va noter, puisqu'on veut les trucs en fonction des lettres, hein, H. on va noter grand H, c'est plus ou c'est moins? Plus. Plus, parce que c'est au-dessus de l'origine. Hein. H, il est au-dessus de l'origine ici. Ok. Du coup, je remplace ces deux constantes ici, et puis je me retrouve avec les expressions finales qui doivent être les mêmes qu'ici. Pourquoi X0 c'est 0? Au départ, il est là. Quelle est sa Pourquoi c'est 0? valeur horizontale? C'est bien 0. Donc x de t c'est v0 fois t, et z de t c'est moins 1 demi de g0t au carré plus h. Ça doit être exactement les équations qu'on nous demandait. Si on n'a pas fait l'erreur. Montrer que le mouvement est plan, ça ne sert à rien. C'est que sur un des trois axes, il ne se passe rien. Sur Y, il y a du zéro de partout, si on l'avait fait. Donc s'il ne se passe rien sur le troisième axe, c'est que ça se passe tout sur deux axes, donc c'est plan. Mais ça ne sert à rien. Je n'ai aucun intérêt à cette question. Quelle est la durée de la phase descendante? Alors là c'est beaucoup plus classique, la question. J'ai les 19 ans. Quelle est la durée de la phase descendante? Alors, il faut chercher quoi comme grandeur? T. De la phase descendante. Ça veut dire qu'il y a une condition qu'on doit connaître quand il a fini de descendre. C'est que Z est égal à 0. Ah non, à 60, à petit h. Petit h, ouais, bravo. Alors là, il y a ce petit piège, là, il y a le tapis. Donc il tombe avant d'arriver vraiment véritablement au sol, il tombe sur le haut du tapis. C'est ça qui va conditionner sa descente. Donc on va pouvoir dire qu'il aura fini de descendre quand il sera sur le tapis, c'est-à-dire à la hauteur petit h. Mais c'est quoi qui va être égal à petit h parmi toutes nos équations?
qui sont encadrés? X, C'est xt? non, Z. C'est zt. Donc quand z de t sera égal à petit h, donc là quand il sera là, Z, c'est la position. il aura sa position z et x, on ne sait pas combien il vaut, mais z on sait qu'il va être égal à petit h quand il va toucher. Donc quand z sera égal à petit h, je vais pouvoir calculer le temps que ça a mis pour arriver à cette étape. Donc je vais dire, il a fini sa chute quand z est égal à h et je vais chercher la valeur de t pour ça. Fais des équations. Alors, il aura terminé sa chute lorsque z est égal à petit h. Donc, petit h égale moins 1,5 de g 0 fois t au carré plus grand h. Pour résoudre ça, moi je vous laisse faire. Vous remplacez maintenant par les chiffres. Petit h c'est 0,70, grand h c'est 4,5, g c'est 9,81, on a tout. Et c'est pas une équation compliquée celle-là, parce que c'est pareil, un truc du second degré, trop... je vais vous éclairer un peu. On pourra aussi calculer à quelle vitesse il s'écrase sur le tapis. Voir si c'est violent ou pas. Une fois qu'on aura le temps, on peut tout faire avec. Il suffira de mettre dans la vitesse. Alors ça va être un peu plus compliqué pour la vitesse, puisqu'on en a deux. Il va falloir calculer la norme de la vitesse si on veut le faire. Donc à vous de me trouver le temps que ça a mis. Vous remplacez tout par des chiffres et il y a juste à trouver t. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est égal à t égale. Voilà, à la fin, tu dois avoir t au carré égale quelque chose, puis après, tu prends t égale la racine de ce quelque chose. Petit h c'est 0,7. G c'est 9,8. Et 4,5 pour grand H. On connaît avec deux chiffres après la virgule. On va prendre deux chiffres après la virgule pour G. Alors le 4,5 qui passe de l'autre côté, il devient négatif. Ça fait 0,70 moins 4,5. Je ne sais pas si vous arrivez à faire ça peut-être. Mais normalement, ça va faire moins 3,81 si je ne dis pas de bêtises. Moi, c'est moins. C'est tu mets le grand H de l'autre côté un peu H. Les moins, ils vont sauter. Hein. Il y a moins, je suis obligé de les mettre. Le 2, je peux le mettre là, j'aurais pu calculer ici aussi, mais 2 fois 3,8, ça fait 7,6. Donc t au carré égale 7,60 divisé par 9,81. Et le t, c'est la racine de tout ça. Monsieur, vous pouvez mettre la grande formule juste pour voir si on avait raison. La grande formule, rien qu'avec lettres? Ouais. Si la question était exprimée, alors, la grande formule aurait été, je pars de là, je vais essayer de la faire directement. Hein.
t égale racine de... Alors là, j'ai un signe moins, donc le h, petit h moins grand h va se transformer en grand h moins petit h. Et tout ça, ça va être multiplié par 2 à cause du facteur, et tout ça divisé par J0. Ça doit faire ça. C'est ça? Bah, nous, on avait mis le moins 1,5 en dessous. Oui. Ça revient à même que dire x2. C'est pareil. On Et ça me fait qu'un seul quotient, là. On avait 0,9 0,9 secondes. Donc sa chute dure un peu moins d'une seconde. Il y a quoi comme chiffre derrière? C'était 8, 8, 0. Du coup, j'ai Ouais, arrondi à ok. 0,9. Oui, c'est que du coup, ça, c'est la prépa qui m'a dit. En gros, les plus, il doit venir que des 0,88, 880. 0,88. 0,88. Donc on peut avoir deux chiffres significatifs. On pourrait même en avoir un troisième. En gros, un fois, ça ne peut pas devenir un plus. Enfin, ça peut pas... Si je demande à quelle vitesse il est, on fait quoi? On prend l'équation de la vitesse et on remplace le temps. Alors ça serait un petit peu compliqué, puisqu'ici on a traité, on calcule la composante verticale de la vitesse, mais il y a aussi celle-là qui valait combien d'ailleurs? Elle n'est pas donnée celle-là, donc on ne peut pas le calculer, il faudra qu'on nous la donne. Et après il faudra faire la racine carrée de vx carré plus vz carré. Est-ce qu'il me reste 5 petites minutes là? Quelle heure il est? J'ai 26. 10 minutes. Ah mais il reste du temps. Ok. Bon, une question qu'on n'a encore pas assez fait, c'est de trouver l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est-à-dire comment va évoluer z en fonction de x. C'est ça la trajectoire. Donc j'ai ces équations ici, je les renote. Toutes les équations qu'on connaît et qu'on a écrites sur l'accélération à la position. L'accélération, c'est 0 suivant x et moins g suivant z. Et la vitesse, on était à vx égale v0 et vz égale moins g et plus rien du tout. Donc tout ça, c'est ce qu'on sait. Si je vous demande l'équation de la trajectoire, question 4, 5. Établir l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire z en fonction de x. Comment évolue l'altitude en fonction de l'avancement x? Il faut que j'exprime z, non plus en fonction du temps, mais en fonction de x. On remplace le t par x. Alors, il faut remplacer le t par quelque chose qui dépend de x. Pour la position, j'ai deux équations que je veux faire fusionner en une seule en éliminant le temps. Donc en fait, il faut que je me débrouille pour qu'avec la première équation, je puisse extraire le temps et que je puisse injecter ensuite cette expression dans l'autre. Ouais. C'était dans le D, enfin dans le truc là, on ne remplace pas t carré par x sur VOX. Donc je vais d'abord exprimer t en fonction grâce à cette ligne-là. Ouais. Donc avec la première équation, x égale v0 fois t. Je veux dire que t est égal à quoi? À x sur VO. X sur v0. Et en remplaçant dans z, Ça fait moins demi de g fois x sur v0 plus h. au carré. C'est t qui est au carré, donc tout ça qui est au carré. Plus h. Plus h. Merci. Ok.
est-ce que grâce à ça, on ne pourrait pas trouver à quelle distance sur le tapis il va tomber? Mais on n'a pas les zéros. Ah oui, je suis bête, on n'a pas, on ne peut pas savoir. Si on l'avait, on pourrait. On pourrait remplacer Z par petit h et chercher x. Mais on pourrait aussi dire, j'ai le temps qui est là, de chute. Ce temps-là, je le mets là et je trouve aussi x. Ça doit donner le même résultat dans les deux cas. Mais en quoi remplacer le Z par le petit h, ça va... Et je peux te dire que ça, c'est l'ensemble des positions occupées par le point au cours du mouvement, le Z en fonction de x. Ce que je sais, c'est que quand il arrive sur le tapis, Z il va être égal à petit h. Et donc, ça va m'imposer la valeur de x pour que ça fasse petit h. Je vais trouver le... Donc, moi, on cherche le petit x qui est au-dessus du V0. Ouais. Oui. Pourquoi on a fait x sur V0? Parce que le temps, ici, c'est ça. Et le temps, il était là. Donc, si je remplace par x sur V0, je mets tout ça au carré. Je trouve que là, j'ai l'impression de gagner des sous. Bon. Excusez-moi. Ça, c'est pour préparer le travail de jeudi. Du coup, on fait le TP jeudi. Alors, jeudi, je vais vous montrer le TP que j'avais l'intention de faire. Je le ferai en accéléré pour vous montrer toutes les étapes, tous les revoyés, tout ça. Mais je préfère que ça sera plus profitable pour vous de continuer à vous exercer en faisant un peu de méca. Et ça, c'est un exemple type bague en méca. L'idée ici, c'est, vous connaissez un peu le rugby? Oui. Il y a, au rugby, on n'a pas le droit de faire des passes en avant. Hein. Vous savez ça? Non, tu n'as pas l'air de trop savoir. On ne peut pas faire une passe avec le ballon à quelqu'un qui est devant soi. Par contre, on a le droit de faire des passes en avant à partir du moment où on ne les jette pas à la main. On peut faire comment? Au pied. On peut faire au pied, ce que j'appelle une chandelle. Et la personne qui doit réceptionner le ballon, il faut qu'elle soit placée où au moment où je frappe dedans avec mon pied? Il faut qu'elle soit derrière moi. Il ne faut pas qu'elle soit devant. C'est-à-dire que je ne peux pas dire il y a quelqu'un qui est devant, je lui balance et puis, au pied et puis il la réceptionne. Quand je fais mon coup de pied, il faut que la personne, au moment où elle démarre pour récupérer le ballon, soit derrière moi. Et ils ont le droit de faire ça. Et bien souvent, ils font ce qu'on appelle une chandelle pour passer au-dessus de la défense. C'est quoi une chandelle? Un coup de pied, mais comme ça, en cloche. Donc on jette le ballon en cloche comme ça, il va faire une grande parabole, ça va durer longtemps, parce qu'il va voler un peu long. Et du coup, ça va laisser le temps au type qui est derrière, qui court avec une vitesse assez rapide, s'il est rapide, d'essayer de voir s'il arrive à arriver sous le ballon au moment où le ballon tombe au sol. Donc l'ensemble de l'exercice va porter là-dessus, c'est-à-dire qu'on va considérer un coup de pied de départ avec une certaine vitesse vers le haut, et on va voir de quelle position va occuper le ballon au cours du temps. On va voir où est-ce qu'il va tomber. Et il y aura un autre système, c'est le coureur, l'autre, qui lui court à vitesse constante, et on va voir si les deux ils arrivent à se retrouver à l'endroit où le ballon tombe au sol pour savoir s'il peut le récupérer. S'il arrive trop tard, il sera tombé au sol avant lui. S'il est arrivé trop tôt, c'est un peu con, il a couru trop vite, le ballon il tombe derrière, mais ça arrivera presque. On va faire un sujet comme ça. C'était tombé, je ne sais plus quelle année du bac. Là. Et du coup, On va pas faire la partie 1. Non, il n'y a pas la partie 1. Bon, ça, on va le faire. vous savez que tout à l'heure dans l'équation, Ouais. Tout ce que tu fais, sinon, c'est égal moins 1,5. Quoi? Alors, quand tu as changé de côté, c'est oui. alors attends, C'est ici le moins 1,5. Alors là, tu t'es trompé. D'abord, il faut faire passer le h de ce côté. Parce que tout ça, c'est un bloc de multiplication. Donc le h, il devient négatif ici, avant. Et après, tu as un demi, le 2, il est en dessous. Il doit passer ici, on multiplie. Et ensuite, si tu manipules les mains, là, tu auras un h et h moins l'avantage. Comme tu as un moins, ça se transforme. Si tu veux l'enlever, ça se transforme en grand h moins petit h de ce côté.
Pourquoi t'es allé Il toi? faut y aller progressivement. Ça donne pas ça. Ouais.